Au moment où l'Europe s'embrase, les gouvernements de tous les camps sont persuadés que la guerre sera brève. Les nouvelles armes ont vite fait de balayer les vieilles tactiques militaires. Après l'artillerie, la mitrailleuse et l'automobile, c'est au tour de l'aviation de rentrer en scène. Son utilisation immédiate est celle d'effectuer des missions d'observation et de reconnaissance des positions ennemies. Au début du conflit, les observateurs sont embarqués à bord de ballons captifs qui servent de postes fixes, élevés, permettant le réglage des tirs de l'artillerie sur les lignes ennemies. Ces ballons deviennent vite des cibles privilégiées et faciles à abattre. L'arrivée des avions ne supprime pas l'utilisation des ballons, mais rend les missions d'observation et d'auxiliaire des tirs d'artillerie plus faciles et plus difficiles à contrer. En 1914, dans l'armée française, les pionniers ne sont qu'au nombre de 150 à s'embarquer dans des appareils encore bien fragiles. Vous avez ici un siège d'avion qui est ni plus ni moins un siège en osier dont on a renforcé, si vous voulez, le bord. Ça pèse rien du tout. Je veux dire que... à partir du moment où le pilote est obligé de faire des manœuvres, des loopings, de mettre son appareil sur son dessus-dessous, ben, il faut bien qu'il s'arrime quelque part. Donc ben, c'est la ceinture de sécurité. C'est la ceinture de sécurité avec lequel le pilote faisait corps avec son engin. Alors ça, c'est deux objets tout à fait caractéristiques de la légèreté et de la rusticité de l'appareil d'aviation. C'est fragile, ça peut peser de 175, 180 kg, ce qui est dérisoire, à 450 kg. Ça n'est fait que de bois et que de toile. La seule pièce véritablement lourde est le moteur. C'était très très léger. Il fallait avoir une certaine fibre pour aller s'asseoir dans des engins, dans des coucous aussi d'apparence aussi fragiles. De ces premiers vols d'observation, on ramène vite des photos aériennes grâce à l'invention du film photographique en rouleau. Quand le ciel commence à se remplir d'avions de tous les camps, se pose la question de l'armement. En attendant, ce sont les dirigeables qui sont utilisés pour des tentatives de bombardement sur Londres et Paris. L'arme, en quelque sorte, qu'on pouvait utiliser à partir d'un avion, ce sont les fameuses fléchettes d'aviation. Ce sont les premiers bombardements. Il n'y a pas de système mécanique, de trappe, de choses qu'on manipule. On en prend une poignée, on en prend un paquet d'une vingtaine, et puis hop, on ouvre la main, et voilà, les fléchettes suivent leur trajectoire. Elles prennent de la vitesse au fur et à mesure qu'elles descendent, et voilà. Ces deux fléchettes se ressemblent, sont strictement identiques. L'une est française, l'autre ne l'est pas, mais elle est gravée, invention française, mais fabrication allemande. Tout un programme. Elles avaient déclenché sur les troupes ennemies au sol une véritable ambiance de panique, parce que comme on a su très vite que c'était que l'utilisation qui en était faite, chaque fois que les bifères au sol entendaient un avion, et ils s'attendaient, ils se préparaient à recevoir une pluie de fléchettes. Donc ils ont créé une psychose de frayeur, peut-on dire. C'est que de toute façon, au moment où c'était utilisé, les hommes ne portaient pas de casque.
puisque c'était utilisé en tout début, enfin début de hostilité en 14, et que les premiers casques sont apparus dans l'armée française au mois de septembre 1915. À partir du moment où chaque armée a ses avions qui sont des engins d'observation, pour empêcher les gens de venir observer, espionner ce qui se passe au-dessus, eh ben, on décolle et puis on essaye d'empêcher l'avion de venir. Et puis c'est comme ça que s'engagent les combats. Il faut savoir quand même que les premières armes utilisées par les aviateurs, qui partaient néanmoins avec une arme pour aller observer, c'était des carabines de cavalerie ou c'était des revolvers. On équipe les avions de systèmes de mitrailleuses plus ou moins sophistiqués. De toutes les solutions envisagées, tirer vers l'avant, dans l'axe de l'appareil, s'impose comme la meilleure façon d'abattre l'ennemi. Mais comment faire avec l'hélice ? Dans un premier temps, Roland Garros a l'idée d'installer des déflecteurs métalliques sur les pales de l'hélice pour éviter qu'elles ne soient endommagées par les tirs. Puis vient le temps de la mitrailleuse synchronisée qui modifie à jamais le combat aérien. Comme dans tous les autres domaines du conflit, la guerre aérienne est une course technologique permanente. Tous les moyens sont bons pour prendre le dessus sur l'adversaire. Les pilotes commencent à s'équiper d'une façon efficace. Au début, ils étaient vêtus de leur uniforme. Là, il s'agit d'une combinaison d'aviateurs fourrée et chauffante. Les gens sont extrêmement surpris de l'électrification du vêtement, qui effectivement fait très moderne. On vole très haut, donc très haut, il fait froid, et il faut donc se vêtir très chaudement avec des vêtements comme celui-ci, doublés de fourrure, et puis avec des résistances chauffantes. Donc on part pour des expéditions de plus en plus éloignées. On allait jusqu'en Allemagne procéder à des bombardements, donc il fallait monter très haut et on n'était pas protégé. On était à l'air, le buste à l'air. Il n'y avait pas de cabine et pas de cockpit fermé comme ça sera la suite. Les escadrilles sont des unités isolées en pleine campagne, à l'arrière immédiat du front. Ce sont des microcosmes où l'on vit en vase clos. Les chevaliers du ciel qui vivaient selon des règles, selon une éthique bien particulière. On respectait l'adversaire et on avait des règles de combat et des règles de vie tout à fait différentes. On apprend des aînés les meilleures techniques de chasse. Et chaque nouvel appareil est plus maniable et plus puissant que les précédents modèles. On attaque par surprise et on dégage, le tout en quelques minutes à peine. Malgré ces nouvelles règles qui voient le jour, les pertes sont effroyables. La plupart des pilotes disparaissent après moins d'une semaine de combat et il faut sans cesse remplacer les machines hors d'usage.
Les pilotes sont des aventuriers issus des hautes classes sociales. Ils forment une catégorie à part dans l'armée. L'aviation est encore jeune, en pleine mutation. C'est un corps d'armée sans passé et donc sans aucune tradition. Les officiers et les hommes du rang se tutoient. Le formalisme, que l'on peut trouver dans la cavalerie par exemple, n'existe pas. La relation qu'entretiennent pilotes et mécaniciens est très spéciale, basée sur le respect mutuel du travail de chacun, la confiance et la passion que génèrent ces drôles d'engins volants que l'on surnomme « coucou ». Les avions rudimentaires sont adaptés et personnalisés suivant les envies et les besoins de chacun. À l'arrière, les pilotes deviennent vite des héros, et ce, dès le début de la guerre. Dans tous les camps, la presse se fait l'écho de leurs exploits. D'une certaine façon, cette médiatisation aide à soutenir le moral de tous, civils et combattants. C'est ainsi que naît le mythe des As, les meilleurs de ces jeunes pilotes, ceux qui ont abattu au moins 5 appareils ennemis. À une époque où dans chaque camp, on compte les morts par milliers, l'As sert de symbole. Les pilotes sont admirés depuis le fond boueux des tranchées jusqu'au grand boulevard des villes de l'arrière. Un certain panache. Bon, il y a un certain panache, il y avait un certain panache dû au progrès, au fait qu'on pilotait un engin moderne, entre guillemets, et puis qu'on prenait des risques. Les duels deviennent de plus en plus violents. Ce sont les têtes brûlées les plus rapides et les plus téméraires qui l'emportent. Quand le fameux baron rouge von Richthofen a été descendu en avril 1918, dans la région d'Amiens d'ailleurs, Richthofen, qui était l'as de l'aviation allemande, qui avait enregistré plus de 80 batailles homologuées, eh bien, il s'est écrasé dans la région et il a eu droit à des funérailles officielles. Il a eu droit aux honneurs de l'armée australienne. Hein. Pour l'aviation, la France avait, depuis 1910, largement dépassé l'Allemagne. Les Allemands négligeant par trop les inventions nouvelles, surtout l'aviation. Quand on a récupéré, pendant la guerre, on a amplifié le développement de l'industrie d'avions et les exploits des avions allemands par la propagande. On a fait un vrai mythe de Richthofen, très courageux sans doute, dont les exploits étaient des merveilles pour les Allemands, mais par rapport à ce qu'ont fait les Français pour leur as, dont ils n'avaient pas de nom, les héros de l'air, alors on a créé un vrai culte autour des quelques rares spécimens des aviateurs allemands pour faire oublier que pour la masse, ça n'existait pas et que littéralement l'aviation allemande était, à partir de 1916 ou plus tard, étouffée par les autres qui vraiment gardaient le ciel pour eux. Les nouveaux modèles sortent maintenant des usines à une cadence infernale. L'industrie aéronautique française est à son apogée. Elle produit plus de 52 000 avions
et près de 100 000 moteurs qui équipent la plupart des appareils alliés. Les Allemands ne peuvent rivaliser avec la puissance industrielle alliée. Ils ne peuvent aligner que 48 000 appareils dans le même temps. De nouveaux avions voient le jour en à peine quelques mois. En 1917, on ne se risque plus seul dans le ciel. On vole et on bombarde en formation. On surveille ses arrières constamment en cherchant à monter le plus haut possible, le soleil toujours dans le dos, pour piquer sur l'ennemi par surprise et le tirer comme un lapin. L'aviation est devenue une arme offensive à part entière. Le temps des as est presque révolu. On attaque les lignes arrières et les nœuds de communication adverses. À la fin de la guerre, les chances de survie des aviateurs sont encore plus faibles que celles des fantassins. Militaire de Maurice Guillon. Voilà. Il s'était constitué sa cantine, sa caisse, avec ses initiales, Maurice Guillon. Et puis quelques correspondances et des, comment dirais-je, des ouvrages sur la mécanique. Il servait dans l'aviation. Un document qui ne nous est pas étranger, puisque c'est un document de travail d'entraînement pour les pilotes au sol. Voilà des photographies de Guillon. Le voilà avant-guerre, donc il était certainement issu d'une famille aisée. Il pilotait son automobile et il avait sa fameuse peau de bique qu'il avait récupérée pour aller voler. Une photographie du groupe des pilotes et des mécaniciens d'aviation, prise à un terrain d'aviation, escadrille 220, voilà, c'est ça. Des photographies qui ont été prises de l'avion, des vues aériennes qui ne sont pas localisées, qui ne sont pas légendées. Quelques photographies, quelques vues prises d'avion. Voilà un panorama qui représente c'est dans les Ardennes, ça, voilà. Quelques photographies de tranchées, de destruction. Et puis, ce qui est tout à fait exceptionnel, des photographies coquines et personnelles de l'individu qui avait dû prendre sa petite amie langoureusement étendue sur le lit. Elle est habillée comme disait Marilyn Monroe, certainement uniquement avec son parfum. De la documentation technique, exposé élémentaire des connaissances générales utiles aux aviateurs, le fonctionnement de certains moteurs, des moteurs Renault, des moteurs Breguet. Regardez. Sa pipe et son casque. Le tout constituant un ensemble fort intéressant, fort émouvant.
et, ma foi, fort rare. Voilà. Voilà le dossier de l'aviateur Guyon. C'est très très émouvant. Bon, eh bien Maurice va retourner dans les hauteurs, là où il se complaisait. Voilà mon vieux Maurice, te voilà à nouveau là-haut. Voilà. Alors, stationné à Verdun. Voilà. La photo, Verdun, la seule, Verdun. avec lui d'ailleurs, hein, devant ton avion. Il est né en 1890. C'est les deux, voilà, les photos. Voilà, bah oui, bah les photos. Alors, bon, ça, c'est-à-dire, ça va être le livret de militaire. il est resté dans l'aviation. Voilà, Ah oui, oui. Hein. voilà. Il était... Blessure de jambe. Ah oui. Excuse-moi d'arriver en une telle tenue et de ne pas t'avoir prévenu. Je retire ma pipe pour t'embrasser bien tendrement et malheureusement de si loin. Quand donc tous mes désirs seront-ils réalité? Ah oui, c'était... Ça, c'est un surnom qui s'était donné, je sais que je me souviens. C'était quelqu'un. Sacha. Oui, c'est un surnom qui s'était donné, je crois, avec... À la russe. Enfin, oui, oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Bah oui. Voilà, c'est ça. Eh oui. Ça va nous faire drôle. Oui. Il y a du chantier parce que je bricole. Hein. Oui, non. Attention, Ah. il y a la moto aussi, il y a les vélos. Allons voir. Mon joint vient de déménager. Et même l'enseigne... Bon, il avait fait un... Il avait mis une Il en horloge. avait lui. fait une horloge. En fait, il avait mis dans sa maison. En tant qu'horloger. Voilà, tout à fait. Oui, non, Mais il y a il y a le, même vous le voyez, signe. le... Sa boutique et... Ah oui, oui, Ah c'était oui, ça, c'était dans... sûr, hein. Ça, c'est sûr. Hein. marché, c'est... Ah ben, vous voyez, hein, donc il était horloger. Est-ce qu'il l'a fait avant de partir? Non, c'est certainement en revenant de la guerre, certainement. On se pose, il était Hein, je récupérateur. pense que... Ça c'est entre les deux guerres. ça. Il était très récupérateur. Ah ouais. J'étais pas. Oui, c'est 20. 262. Donc, ah oui, en faisant des recherches, vous voulez savoir de quelle année. Et le moyeu, enfin... On va vous aider à la... Non, ça va aller, monsieur, je vais m'en occuper. Ah ouais. Donc on va chercher, on va trouver. Ça, c'est sûr. Ah oui, oui. Les avions de cette époque. Puis Oui, on oui, a... on peut dire. Mais tout le monde donne ça. Oui, 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 bien sûr. Voilà. C'est la forme, moi, qui me fait dire que c'est certainement une hélice de l'époque d'entre-deux-guerres. Un usage assez fréquent que de transformer l'hélice ou le moyeu de l'hélice en pendule. On en a plusieurs exemples dans les réserves. Hein, ça, c'était fréquent parce que la pendule, c'est l'objet indispensable de la vie de tous les jours, qu'on allie avec un objet auquel sentimentalement, pour différentes raisons, on reste attaché. La photographie qui le montre dans l'avion et ni plus ni moins me semble être ni plus ni moins qu'une photomontage, c'est-à-dire que l'avion il est peint sur une toile et le bonhomme s'assoit dans un espace prévu pour la photo, donnant l'impression qu'il est le pilote, mais en fait c'est une photomontage, c'est une photo de foire, ça, une photo de photographe. Mais c'était caractéristique d'une époque, ça. L'heure est sur la roue des larmes, le clairon pendant la farme, et les doigts au combat. Et là-haut sur la colline, dans la forêt qui domine, on les guette, on les attend.